Bon, alors Roger, tu arrives à la fin de tes mandats au niveau local. Oui. Et ben, tout d'abord, qu'est-ce que tu ressens? Oh ben, le sentiment du devoir accompli, quoi, hein. 25 ans de mandat local, à la fois à la ville de Lille, à la ville de Lomme, à la MEL, au conseil départemental du Nord. Donc voilà, le sentiment du devoir accompli, j'ai fait beaucoup de choses, ça m'a passionné. Et bon voilà, il est tout à fait normal qu'à un moment donné, ça s'arrête. Très bien. C'est dans l'ordre des choses. Mais de ce fait, c'est peut-être l'occasion de revenir un petit peu sur tout ton parcours. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là? Ben, moi, je suis membre du Parti socialiste depuis très longtemps, ça fait 40 ans. J'ai adhéré au Parti socialiste en 1986. Et j'ai fait des études à l'école supérieure de journalisme, je voulais être journaliste. J'ai été journaliste, mais finalement très peu de temps, 2 ans, je crois, 2 ans et demi. Et puis rapidement, alors je passe les détails sur les circonstances, mais rapidement je suis entré au cabinet de Pierre Mauroy, à la communauté urbaine de Lille, qu'on appelait encore la communauté urbaine de Lille. Fin 90, Pierre Mauroy venait d'être élu président de la communauté urbaine en juillet 90, et je suis entré à son cabinet en fin 1990. Puis à partir de là, à un moment donné, j'ai souhaité passer de l'autre côté, quoi, passer du côté des élus, de ceux qui font les choses. Et voilà comment ça s'est déroulé. Et j'ai eu mon premier mandat en 2001, à la fois au conseil municipal de Lille et au conseil municipal de l'Aube, puisque nous venions de nous associer. Très bien. Est-ce que tu as une petite anecdote sur ton parcours avec Pierre Mauroy? Quelque chose qui t'a marqué Politiquement, politiquement, personnellement? alors politiquement, c'est quand même l'extraordinaire hauteur de vue de cet homme politique qui était un visionnaire euh, qui a transformé l'île par sa vision de ce que pouvait devenir l'île et la métropole lilloise. Et puis une autre anecdote, c'est que, alors qu'il n'est pas du tout politique, c'est qu'à l'époque, je mettais des Santiago. Et Pierre Mauroy m'a dit un jour, mais Roger, vous avez de singuliers souliers. Voilà, avec un vocabulaire un peu à l'ancienne. Alors, qu'est-ce qui a marqué ton mandat à Lille? Alors, Ah déjà, ben, quelle délégation tu as eue et qu'est-ce qui a marqué ce mandat? alors moi j'ai demandé à Martine Aubry, la délégation sécurité et prévention de la délinquance. Parce que dans le mandat précédent, le mandat de Pierre Mauroy, le dernier mandat de Pierre Mauroy, la sécurité et la prévention de la délinquance étaient répartis entre deux élus. C'était le professeur Demaille d'un côté et Daniel Rougerie de l'autre. Donc les deux avaient des délégations séparées. Moi j'ai souhaité avoir les deux, parce que je pense que la sécurité et la prévention sont les deux piliers d'une même politique. Et alors, lors de ce premier mandat, j'avais une lourde délégation, sécurité, prévention de la délinquance, mais j'avais aussi le stationnement, j'avais les taxis, enfin voilà, j'avais beaucoup, beaucoup de choses. Mais évidemment, ce qui m'a marqué, et j'ai été adjoint au maire de Lille pendant 12 ans, je crois, 12 ou 13 ans, c'est évidemment ce qu'on a pu mettre en place en matière de sécurité, et puis la vie nocturne aussi. Nous avons créé à l'époque la première charte de la vie nocturne des grandes villes de France. J'ai même été amené à aller présenter cette charte de la vie nocturne dans un colloque européen à Rome, puisque c'était quelque chose de très nouveau. Pour la première fois, on mettait autour de la table en même temps les élus, les professionnels, les organisations professionnels représentant les patrons de bars, les patrons de discothèques, et on a fait cette première charte de la vie nocturne, qui était un moment important. C'est un enjeu, on le voit dans les programmes des candidats au municipal 2026. Qu'est-ce qui a bien fonctionné sur ce volet vie nocturne? Bah, ce qui a bien fonctionné, c'est que j'avais mis en place une commission de la vie nocturne qui se réunissait systématiquement toutes les 6 semaines. Et toutes les 6 semaines, les professionnels de la vie nocturne qui s'étaient dotés de représentants par quartier, par activité, les bars, les discothèques, et toutes les 6 semaines, nous regardions ensemble ce qui fonctionnait ou pas dans la vie nocturne. Et ce qui était intéressant, c'est que nous avions aussi la possibilité, on le faisait, de prendre des sanctions ensemble, à l'endroit de professionnels qui ne jouaient pas le jeu. Donc il y avait les professionnels, bars, discothèques, selon les quartiers, il y avait la police municipale,
il y avait la police nationale et il y avait un représentant de la préfecture. Et donc, on avait une espèce de grille de sanctions, et les choses fonctionnaient très bien parce que les sanctions étaient prises ensemble. C'était pas simplement la mairie ou la préfecture qui sanctionnait, qui punissait éventuellement. C'était la commission, unanimement la plupart du temps, dans la grande majorité des cas, qui décidait, avec les professionnels, eh bien, de sanctionner l'un ou l'autre. Et forcément, ça responsabilisait les uns et les autres. Et c'était un dialogue permanent. Est-ce que tu trouves que le climat a changé avec ton regard d'adjoint à la sécurité dans ce mandat-là, avec le climat actuel qu'on peut ressentir? Bah, la vie nocturne a beaucoup changé, et la ville de Lille n'y est strictement pour rien. Ce qui a beaucoup changé, c'est deux phénomènes. Il y a eu un phénomène un peu pratique, un peu technique, c'est l'interdiction de fumer à l'intérieur des établissements, qui était une très bonne chose, mais qui du coup a mis à l'extérieur beaucoup de fumeurs, à l'extérieur des bars, à l'extérieur des discothèques, et donc qui ont occasionné évidemment beaucoup plus de nuisances nocturnes, voilà, un peu plus de bruit, etc. Et puis le deuxième phénomène qui est venu se greffer à ça, c'est la suralcoolisation des jeunes, voire des très jeunes. Et ça, c'est difficile à gérer, y compris pour les patrons de bars et de discothèques, qui ne sont pas toujours responsables de ce qui se passe dans la rue. Et Et souvent, donc avec, évidemment, beaucoup plus de nuisances, de difficultés à gérer l'espace public. est-ce que tu trouves que la ville elle est plus insécure aujourd'hui euh, qu'il y a 20 ans? Ce qui s'est développé, c'est évidemment, mais à Lille comme partout ailleurs, c'est le trafic de stupéfiants, euh, qui est devenu un véritable fléau partout en France. Il se trouve que j'ai été co-rapporteur de la loi visant à sortir la France du narcotrafic l'an dernier. On voit bien que le narcotrafic est devenu la plaie en matière de sécurité, ou plutôt d'insécurité, bien sûr, avec tout ce que ça génère comme nuisance, comme difficulté, comme délit, etc. Très bien. Et la ville de Lille n'a pas été, évidemment, une exception qui n'aurait pas eu à subir ça, évidemment. Et alors en parallèle, tu as été également adjoint à l'homme. Oui, à Alors, partir est-ce que tu peux de... nous en parler et comment t'as réussi à gérer en fait ces deux casquettes à ce moment-là? Alors, quand j'ai été élu adjoint à l'homme, j'avais une très grosse délégation, puisqu'Yves Durand m'avait confié, évidemment, la sécurité et la prévention de la délinquance, ce qui faisait le lien avec Lille, mais aussi l'éducation, la vie associative, la culture, les quartiers, donc il y avait vraiment une très très grosse délégation. Et c'est vrai que ça me prenait beaucoup de temps, mais en même temps ça a été aussi ma période d'apprentissage finalement, aussi au niveau local, au niveau lomois. Par ailleurs, en même temps, j'étais président d'association à l'homme, j'étais président du club d'arts martiaux, et voilà, tout ça m'a forgé, de même que l'expérience lilloise, évidemment. Très bien. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette expérience de président d'association? Ah bah, j'étais président du club d'arts martiaux parce que j'étais pratiquant. Bah voilà, les associations, c'est le cœur qui bat des villes. Et quand on est président d'association, eh bien c'est là qu'on se rend compte que toute la ville est là, enfin les habitants, des plus modestes à ceux qui le sont moins. C'est une forme d'enrichissement, y compris à travers le sport. C'est quelque chose de passionnant. La vie associative est passionnante. Et lorsque j'étais maire de l'Homme, je l'ai répété 1000 fois, il y a deux éléments qui font vivre les villes, c'est le commerce et les associations. Imaginons la ville de l'Homme sans association, c'est terminé. C'est terminé. Il ne se passe plus rien. La ville n'est pas à l'initiative de toutes les manifestations. En revanche, les associations sont très vivantes et elles font vivre la ville. J'ai une petite photo. Et qu'est-ce que ça t'évoque là? Ça m'évoque C'était il n'y a pas très longtemps, ça, c'était il y a 2 ou 3 ans, je crois, et c'était l'anniversaire, je crois, de Bernard Louis, euh, qui a été, qui a arrêté il y a récemment, mais l'entraîneur
du club d'arts martiaux pendant plusieurs décennies. Et Bernard était un pratiquant extraordinaire, il fallait pas s'y frotter. Mais on s'y frottait, et c'est ça aussi qui nous a endurcis. Les entraînements étaient très très durs avec Bernard. Mais en même temps, Bernard était un type, et il reste un type très, très attachant et une personnalité lomoise très forte. C'est pour ça qu'on avait organisé cet anniversaire aussi, pour le remercier quelque part. Et alors, tu as, en 2008, démarré un autre mandat local, celui de conseiller général Oui, à l'époque. à l'époque conseiller général, puis conseiller départemental. J'ai donc été conseiller départemental une quinzaine d'années, puisque j'ai abandonné mes fonctions lorsque je suis devenu député en 2022. Et là aussi, c'était très intéressant parce que j'avais une délégation très très importante, c'était le, les allocataires du RSA, l'insertion sociale et professionnelle des allocataires du RSA, ce qui m'a permis d'aller voir sur le terrain dans tout le département du Nord comment on pouvait accompagner les allocataires du RSA. Alors moi j'entends parfois des gens qui disent les allocataires du RSA ils sont payés à rien faire. D'abord je ne connais personne qui est heureux de vivre avec 500 € par mois. Je ne connais personne qui réclame de pouvoir vivre avec 500 € par mois. Et d'autre part, ce sont des gens qui, dans la grande majorité des cas, l'immense majorité des cas, ont des freins à l'emploi très durs à lever. Et souvent, ces freins à l'emploi se cumulent. C'est le manque de mobilité, pas de voiture, etc., parce que pas d'argent, tout bêtement, mais aussi souvent, et en même temps, hélas, les problèmes de santé, les problèmes de mobilité, je l'ai dit, les problèmes de logement, et tout ça se cumule la plupart du temps. Et le but, c'était d'aider les allocataires du RSA à lever ces freins à l'emploi pour pouvoir être en capacité ensuite, et ensuite seulement, de se présenter de, devant un employeur, parce qu'ils auront été remis sur les rails, parce qu'on les aura aidés à surmonter ces handicaps-là. Et je regrette que depuis que la droite préside le conseil départemental, que ces politiques, qui ne sont pas des politiques d'assistanat, comme je peux l'entendre, mais des politiques d'aide, de main tendue, que ces politiques-là aient été quasiment abandonnées. La dénomination de ta délégation, elle était aussi très symbolique. Solidarité et lutte Ouais. contre les exclusions. Solidarité et lutte contre les exclusions, c'est exactement ça. Et ça t'a aidé un petit peu, je crois, à porter quelques dossiers du local. Je pense notamment à ce qu'on appelle communément à l'homme le pont Roger Ah Vico. oui, je pense que c'est un des derniers gros investissements, c'est le dernier gros investissement qui a été fait à l'homme par le conseil départemental. En fait, ce qu'on appelle le pont Roger Vico, parce que je me suis battu pendant des années pour obtenir ces quelques 3 millions, je crois, d'euros d'investissement, et c'est le pont qui surplombe les rails SNCF, et c'est le pont de la rue Jules Guesde. La rue Jules Guesde va de la médiathèque de l'Homme jusqu'au Marais. Et ce pont, en fait, c'est plusieurs ponts, c'est 3 ponts. C'est 3 ponts différents, séparés, et il a fallu le refaire complètement parce qu'il était extrêmement dégradé et qu'il était très dangereux. Et on en a profité pour faire à l'époque une des premières, un des premiers ponts, des premières voies avec une piste en site propre pour les cyclistes et les deux roues. C'est-à-dire séparés, complètement séparés de la route. Et ah oui, oui, je me souviens m'être rendu un jour à 2 heures du matin avec Didier Magnier, qui était à l'époque, il est toujours d'ailleurs conseiller départemental, à 2 heures du matin, sous la neige, pour assister au dernier imbriquage, ça se dit imbriquage? Imbriquement? Le dernier soudage, la dernière soudure des différentes parties du pont. C'était voilà, c'était le dernier maillon qui manquait. On va refaire un petit zoom sur le local. Oui, En 2012, Yves Durand te cède sa place de maire. oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quel a été ton ressenti lors de ce passage d'écharpe? Bah, d'abord, une très grande fierté et de la reconnaissance envers Yves Durand, bien entendu. Moi, j'ai longtemps été très très proche d'Yves Durand.
Puis ensuite, on s'est un peu séparés, on s'est beaucoup séparés, mais politiquement, je veux dire, il y avait pas de c'était pas un désaccord, humain, un désaccord politique. Au moment de l'ascension d'Emmanuel Macron, heu, Yves Durand a suivi la tendance, des socialistes qui soutenaient Emmanuel Macron et il l'a suivi tellement, cette tendance, qu'il est même venu faire campagne contre moi à l'homme, pour les élections départementales, puis, les élections municipales. On est dans un désaccord politique, profond, qui est resté d'ailleurs. Mais à l'époque, nous étions, très proches, et moi j'ai toujours eu beaucoup de reconnaissance envers Yves Durand, de m'avoir fait confiance et de m'avoir, confié. Lorsqu'il a été réélu député en 2012, il a décidé, de s'appliquer le non-cumul des mandats. Il n'était pas, pas obligé à l'époque encore. Et moi, je lui en suis très reconnaissant. Et l'expérience de maire, les élus qui ont eu plusieurs mandats ont coutume de dire que le plus beau mandat, c'est celui de maire. C'est évident. C'est le mandat le plus passionnant parce que c'est le mandat lors duquel on a la possibilité d'agir véritablement au quotidien sur un grand nombre de politiques, de faire bouger les choses. C'est un mandat de proximité, et c'est ça qui est super intéressant. C'est un mandat où on voit nos concitoyens en permanence, où on a, j'aime pas trop l'expression les mains dans le cambouis, d'abord parce que je suis pas du tout bricoleur et que je mets jamais les mains dans le cambouis au sens pratique du terme, mais en tout cas, on est, voilà, on est vraiment dans le quotidien. Et c'est en cela que c'est un mandat absolument passionnant. Très bien. Et donc en 2014, tu te présentes, pour la première fois devant les Lomois, Au suffrage au universel, suffrage universel. et je suis élu, Tout à ce dont fait. je remercie les Lomois, et j'ai été réélu très largement en 2020. Alors on parle souvent, chez les Lomois de la méthode Roger Vico, un élu de terrain, de proximité. Tu lances, dès 2014 les rendez-vous du maire, tu reçois beaucoup, beaucoup de Lomois Énormément. dans ton bureau, plus de 80, par mois. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de cette méthode, ce que ça t'a apporté et ce que tu penses que ça a apporté à ton mandat? Bah, c'est pas une méthode au sens où c'est quelque chose, d'élaboré, de structuré et de c'est tout simple. Moi, je n'envisage pas, heu, même chose pour le mandat de député. Je n'envisage pas un mandat d'élu, mmh, qui ne soit pas dans l'hyper proximité. Donc je venais d'être élu maire de l'Aube, et donc évidemment, heu, je l'ai fait en allant voir les Lomoises et les Lomois chez eux, sur le terrain, dans leur rue. Donc les rendez-vous du maire, je suis très heureux que le maire actuel ait continué ça, parce que c'est une bonne méthode. C'est tout simplement, le samedi matin, de dire: «Bah, écoutez, on a passé un petit tract les jours précédents», et c'est de dire: «Voilà, écoutez, mesdames, messieurs, samedi matin, je serai dans votre rue, entre 10 heures et 12 heures, entre 10 heures et midi. Je vais pas venir sonner chez vous, je vais pas venir vous embêter, mais si vous avez des choses à me dire, et ben écoutez, je serai dans votre rue entre telle heure et telle heure». Et ça s'est formidablement bien passé. On l'a fait systématiquement, on l'a fait sous un soleil tapant, on l'a fait sous la pluie, on l'a fait sous la neige, hem et surtout, c'est voilà, absolument passionnant. Et c'est vrai aussi que je recevais beaucoup, beaucoup, beaucoup de Lomoises et de Lomois. Je consacrais de mémoire 2 demi-journées, voire 3 demi-journées par semaine, à recevoir des Lomoises et des Lomois. Effectivement, ça faisait entre 80 et 100 personnes par mois, mais en même temps, on est là pour ça. Pourquoi être maire si on n'écoute pas, si on ne tente pas de réparer les choses, d'aider, d'accompagner? C'est l'essence du métier de maire. Voilà, je me souviens avoir, pendant longtemps, heu, enfin, je être un conseiller, à NPE en parallèle. Je recevais des gens qui étaient au chômage, qui avaient des CV, et j'envoyais parfois pour la même personne 10, 20, 30 recommandations auprès d'entreprises qui pouvaient éventuellement être un employeur pour cette personne, en fonction de son expérience et de son CV. Donc oui, mandat d'hyper proximité, oui. Et c'était essentiellement des problématiques d'emploi qui étaient remontées? Les problématiques sont toujours les mêmes. Emploi, logement,
Euh, et puis ensuite, les petits tracas du quotidien, conflits de voisinage, etc. Quelques cas aussi, alors qu'ils ne sont pas du tout des petits tracas, mais des choses importantes. Quelques cas de violence intrafamiliale. Le maire, il est considéré par les gens, par les concitoyens, comme celui qui peut tout, y compris dans les domaines où il ne peut rien. L'emploi, le maire n'a pas de compétences directes. Et pourtant, voilà, on a tenté, moi j'ai tenté d'accompagner, voilà, de consulter, enfin, de contacter des entreprises. Oui, parfois quelques cas, je me souviens, de violences intrafamiliales. Et puis on a créé la maison du citoyen aussi. La maison du citoyen, elle partait de cette idée. C'était tout simple. Une idée toute simple. Tout le mois qui rencontre des problèmes personnels ou professionnels doit pouvoir trouver à la maison du citoyen gratuitement ou une solution directement ou un accompagnement. Et on a élargi complètement les compétences de cette maison du citoyen où chacun pouvait et peut encore venir consulter pour des problèmes liés à des problèmes de consommation, à des problèmes de maladie, à des problèmes d'assurance, à des problèmes d'impôts, que sais-je. Et c'est Nathalie Hus, qui malheureusement nous a quittés, qui était directrice de cette maison du citoyen, et qui a développé cette maison dans un esprit fabuleux, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'écoute, et c'est devenu un lieu central. Alors, ce qui marque beaucoup les Lomois, c'est des anecdotes, pour ceux qui ont grandi à l'Homme, sont des anecdotes de voyage. Et voilà, moi j'ai une petite photo. Si oui. tu peux nous en parler, puisque la thématique éducation, qui avait été d'abord oui, une thématique très... c'était ma délégation quand j'étais adjoint au maire. Ouais. Oui. Et ça, ce sont effectivement des oui. Anecdotes qui reviennent régulièrement oui. Chez les Lomois. Alors ça, c'est une classe de neige. Je voulais me rendre compte par moi-même des lieux où nos petits écoliers et écolières se rendaient. Et j'y suis allé, et j'ai bien fait d'y aller, puisque à l'issue de cette visite dans une classe de neige, je ne vais pas dire à quel endroit, j'ai décidé de changer le prestataire. Parce que je me suis rendu compte que sur place, le niveau de prestation, le niveau d'accueil était absolument pas au niveau précisément. Mais ça m'a permis de me rendre compte sur place comment les choses se vivaient et comment nos écoliers étaient accueillis. Donc c'était c'était dans les Hautes-Alpes. C'est une particularité lomoise de maintenir oui. Ces classes. Oui. Et on le doit à Arthur Notebar. On doit d'ailleurs à l'homme énormément de choses à Arthur Notebar, puisqu'il a posé les bases, qu'il a bâti encore un certain nombre de politiques que nous continuons à appliquer aujourd'hui, et notamment les fameuses classes de neige. Il est vrai qu'il y a peu de villes qui aujourd'hui continuent à maintenir les classes de neige. Totalement. Mais ça me paraît quelque chose de très important. Les classes de neige, c'est pas des vacances. C'est pour certains écoliers la première fois qu'ils partent, d'abord ailleurs qu'à la maison, parce qu'il y a beaucoup de foyers où il n'y a pas de vacances, tout simplement. Donc ça leur permet de s'ouvrir à autre chose, à d'autres lieux. Ça leur permet aussi de s'intégrer dans un processus de socialisation. Pour beaucoup de jeunes Lomoises et Lomois, c'est la première fois qu'on quitte papa et maman. Il suffit de voir les mamans en larmes lorsque le bus s'en va. C'est la première fois qu'on quitte papa et maman. C'est très important dans le processus d'autonomie, de socialisation des jeunes. Et puis, c'est une classe, c'est pas des vacances. On travaille dans un autre cadre, ça permet d'enrichir les relations, de travailler autrement et de découvrir autrement à la fois les enseignants, mais aussi les petits camarades. Donc, quelque chose de très important, cet éloignement qui permet de vivre autre chose et autrement. En tout cas, ça a marqué beaucoup de gens. Mm-hmm. Et l'éducation a toujours été une priorité des mandats à l'homme. Et notamment, je pense au maintien des 4 jours et demi. Oui. Oui, on est la dernière ville à maintenir les 4 jours et demi.
Moi, ça m'a tout de suite plu, cette réforme, même si aujourd'hui, toutes les villes du Nord l'ont abandonnée. L'idée de réserver une demi-journée, enfin d'organiser la semaine autrement, et de réserver un temps à d'autres types d'activités, euh, des activités qui permettent de découvrir d'autres formes de culture, qui permettent de découvrir d'autres types de travaux manuels, qui permettent de découvrir d'autres loisirs, qui permettent de découvrir ce qu'on côtoie tous les jours, mais sur lesquels on ne s'arrête pas, de découvrir la musique autrement, etc. Non seulement ça enrichit, là aussi, c'est un processus éducatif très important, et puis ça permet aussi à certains écoliers de trouver une passion, tout simplement, qu'elle soit musicale, artistique ou autre, mais ça permet, là aussi dans le processus éducatif, de s'attacher à autre chose que l'enseignement pur et dur. Mais ça fait partie du processus éducatif. Donc c'est enrichissant. Moi j'ai toujours été vraiment partisan de cette réforme. L'homme a lancé nombreux projets et s'est inscrit en transition dès 2015. Oui. Pourquoi si tôt? Parce par rapport à d'autres communes, hein, bien entendu. Parce que 2015, il y a plus de 10 ans maintenant, il était déjà évident que nous allions vers une forme d'urgence. Et moi, j'ai toujours pensé que les transformations profondes, mieux vaut les anticiper pour ne pas avoir à les subir. Et donc, dès 2015, effectivement, le processus de l'homme en transition permettait d'anticiper, et on le voit bien aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui de manière extrêmement forte dans toutes les villes. Et donc, nous avons, avant les autres probablement, commencer à faire en sorte que l'homme soit sur les rails de cette transition dans tous les domaines qui aujourd'hui s'impose à tous. Je vais un peu dézoomer et pour parler d'une autre casquette que tu as eue en 2014, président du Forum français pour la sécurité urbaine. Ah oui, mais ça c'est absolument passionnant. Moi j'ai été membre du Forum français pour la sécurité urbaine qui est une association qui regroupe environ 200 villes en France, des plus grandes villes, évidemment Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, etc., mais aussi des villes moyennes, voire des petites villes, des métropoles aussi, et qui travaillent en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et le ministère de la Ville. L'idée étant que ces villes, et donc les élus qui représentent ces élus thématiques, pour la plupart des élus à la sécurité, ou à la ville, ou les deux, réfléchissent à la manière dont on peut aborder les questions de sécurité et de prévention de la délinquance et enrichir le travail avec les ministères concernés. J'ai été membre du forum, j'ai représenté la ville de Lille à partir de 2001 et j'en ai pris la présidence en 2014 jusqu'en 2022, date à laquelle je suis devenu député, et le président du forum doit être un maire, c'est dans les statuts. Donc en 2022, je ne pouvais plus être président du forum, et ça a été une expérience passionnante, parce que ça ouvre un champ de perspectives, de connaissances à l'échelle du territoire national sur les questions de sécurité, sur la manière dont travaillent les maires et les élus sur les questions de sécurité et de prévention, et c'est absolument passionnant. Et en étant président du Forum français, j'ai pu intégrer le comité exécutif du Forum européen, où là, effectivement, c'est encore plus intéressant, puisque ça m'a donné vraiment un regard périphérique, très large, sur la manière dont les pays européens abordent, et quelquefois de manière très différente de la France, les questions de sécurité et de prévention. J'ai rencontré des gens absolument formidables, tous extrêmement impliqués, et ça a été une expérience très 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 intéressante, passionnante. Et ça a alimenté un petit peu la structure qui est beaucoup plus locale, le Covisur. Oui, le Covisur a été créé par Jean-Luc Dereau, qui était maire d'Halluin. Il y a bien longtemps, je crois que c'était en 2008, et quand j'ai pris la suite de Jean-Luc Dereau à la présidence de Covisur. Le Covisur, c'est une espèce de petit forum français à l'échelle de la métropole lilloise, à l'échelle de la Melle. Et même chose, le Covisur, nous faisions un déjeuner de travail toutes les 6 semaines, alternativement dans l'une des villes membres du Covisur,
Et c'était là aussi passionnant, et surtout, c'était un lieu de réflexion unique. Nous avions systématiquement, toutes les 6 semaines ou 7 semaines, une soixantaine de personnes autour de la table. Des élus de la métropole lilloise, des élus des villes de la métropole. J'organisais systématiquement un débat avec un invité. On a même fait des débats en direct, en visio avec des Canadiens, des Hollandais, et là aussi, un débat très enrichissant. J'en veux pour preuve ce que je disais, que voilà, on était systématiquement une soixantaine d'élus de la métropole euh, dans, dans ces réunions qui malheureusement ont été abandonnées par la suite. Quoi. Voilà. En 2020, tu te représentes face aux Lomois Oui. pour un nouveau mandat de maire, Oui. mais dans un contexte complètement différent, le Covid. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué ne serait-ce que sur l'élection même, puisque les 2 tours ont été assez éloignés? Alors, c'était tout à fait unique. Les 2 tours ont eu lieu à 3 mois d'écart. Le premier tour à la date des municipales, en mars, puis confinement, et deuxième tour juste avant l'été, de mémoire fin juin. Donc ça, c'était assez unique. Une période très étrange, le Covid. En même temps, c'est ce qui m'a permis aussi de... Il a fallu inventer d'autres manières d'aller à la rencontre des Lomoises et des Lomois. Terminer les rendez-vous du maire, terminer les rendez-vous en mairie. Et c'est là que j'ai imaginé, c'est pas d'une originalité folle, mais en tout cas ça a marché, de faire des échanges Facebook Live. Et c'est là que j'ai démarré mes Facebook Live. Je faisais un Facebook Live par semaine, parce que les gens étaient avides d'informations, ce qu'on peut comprendre. Et j'avais chaque semaine entre 500 et 600 personnes au Facebook Live, où je les tenais informés de toutes les initiatives que nous prenions en mairie, et la manière dont on gérait cette crise du Covid à l'homme. Et ça aussi était un truc très intéressant, et ce qui m'a permis de continuer par la suite les Facebook Live. Le début de mandat de 2020, effectivement, a commencé avec un contexte un peu particulier. Tu t'es battu pour reprendre, en tout cas pour défendre les projets au niveau de la MEL, et je pense notamment à toute la requalification de l'avenue de la République, avec de grandes transformations, la place devant l'hôtel de ville et le parking qui accueillait le marché à l'époque. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment tu as imaginé ça? C'est une opération unique. En fait, la requalification de l'avenue de la République, qui vient d'être terminée, enfin elle n'est pas terminée, parce qu'il y a encore la partie de l'avenue de Dunkerque jusqu'à la place Jean Jaurès, qui n'est toujours pas faite, hélas, mais je pense que ça se fera au prochain mandat, je l'espère. C'était une opération unique. Requalification de l'avenue de la République, piste cyclable, espace vert, transfert du marché sur le nouveau parvis qui de ce fait s'appelle, qu'on a baptisé le parvis Yvon de la Porte. On transforme l'ancienne place du marché en ce qui est aujourd'hui le parc Rosa Parks. On a fait des mois et des mois de concertation avec des ateliers, avec les Lomoises et les Lomois, pour que ce parc soit exactement ce qu'ils veulent. Lorsque nous avons inauguré le parc, il avait été pensé, imaginé par les Lomoises et les Lomois, avec des parties pour les sportifs, des parties pour les jeunes, des parties pour les plus âgés, des parties de repos, etc., etc. Donc ça a été des mois de concertation absolument passionnants. Et la place Jean Jaurès, puisque l'avenue de la République, il n'y avait pas de place à cet endroit-là, et on a voulu mettre en valeur la statue de Jean Jaurès qui était un peu dans un coin comme ça, et surtout créer une petite place nouvelle, avec des bancs, des aires de repos, etc., etc. Il a fallu travailler avec la MEL qui voulait mettre du béton partout, donc on a réussi à les convaincre en se battant de mettre non plus du béton mais du schiste. Mais voilà. Et puis la place du marché, alors je sais qu'on me reprochait d'avoir une place très minérale, sauf que cette place du marché, ce parvis Yvon de la Porte, il accueille certes le marché, mais aussi des concerts, mais aussi le marché de Noël, et que en plus, en dessous de ce grand parvis, il y a beaucoup de réseaux, ce qui fait qu'on ne pouvait pas planter des arbres partout comme l'auraient voulu certains, et puis surtout ça permet d'avoir le marché de Noël, d'avoir les concerts, etc., etc. Donc moi je ne regrette pas
On a fait beaucoup d'espaces verts ailleurs. On parlait du parc Rosa Parks, à RHD2, où on a imaginé avec Pierre de Saint-Ignon et Fabienne Duhay, qui était la directrice de la Sorelli à l'époque, ce qui est aujourd'hui le parc Rosa Bonheur. Tout ça a été imaginé très en amont. On a fait d'autres parcs. Donc voilà, la place du marché, le parvis dont la porte, un peu plus minéral, mais utile. Ouais, tu parles de Rosa Bonheur. Justement, c'est un programme qui a été pensé avec les habitants et un petit peu de manière un peu différente. Oui, alors là, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Fabienne Duhay, qui était directrice de la Sorelli à l'époque. La Sorelli, c'est la société qui aménage l'ensemble de la technologie depuis le début, depuis une quinzaine d'années. Et Fabienne, avec qui on travaillait au quotidien, me dit un jour, on va faire l'inverse de d'habitude. D'habitude, dans les programmes de logement, les programmes d'aménagement, on plante des bâtiments, on les imagine bien, hein, et puis on met les espaces verts autour. Et elle nous a dit, là on va faire l'inverse. On va relever l'endroit où se trouvent tous les espaces verts dans RHD2, on va relever la nature des bosquets, la nature des arbres, la nature des plantes, on va regarder quels sont les cheminements naturels au milieu de tout ça, on va totalement préserver l'ensemble des espaces naturels, et on ne mettra les bâtiments que ailleurs. C'est la raison pour laquelle on a des bâtiments sur RHD2 qui sont un peu plutôt en périphérie, et le parc Rosa Bonheur, c'est ce qu'on a imaginé avec Fabien Duez à l'époque, et Pierre de Saint-Ignon. Je me souviens que nous avions présenté ce projet lors d'une grande réunion publique qui avait lieu dans l'auditorium de Ratechnologie. Et donc c'est Fabienne Duhay qui a imaginé ça, et c'est devenu ce que c'est en train de devenir, c'est-à-dire les programmes de logement en périphérie, très chouettes, de très grande qualité, et le parc Rosa Bonheur au milieu. Et ça, c'est formidable. Il nous reste, et ça c'est une promesse qui pour le moment n'est pas rentrée dans les faits, c'est l'arrivée de l'école, qui est absolument nécessaire dans ce quartier. Ce quartier a été complètement bouleversé, s'est beaucoup transformé, et je pense notamment à la gare d'eau, qui est partagée entre l'île et l'homme. Ah ben oui, alors la gare d'eau, c'est probablement un des endroits de l'île qui a le plus changé. Ceux qui se souviennent des Bois Blancs et de Le Blanc-Lafont il y a 20 ans, n'en reviennent pas, parce que ce quartier il a été complètement transformé. Évidemment, la réhabilitation de l'usine Le Blanc-Lafont qui est devenue Ratechnologie, le quartier des Bois Blancs de l'autre côté de la Deule, qui était un quartier de friche industrielle, d'usines, ce port de plaisance qui existe aujourd'hui, mais qui était à l'époque un endroit un peu délaissé, un peu tristouné, il faut bien dire les choses, et qui aujourd'hui fait le lien de manière parfaitement, parfaitement fluide entre les Bois Blancs et cette partie du Marais de l'Homme. Je pense qu'il nous faut, dans les années qui viennent, accentuer la fluidité entre les deux quartiers. Il y a certes une fête de la Haute-Deule, mais voilà, je pense que l'homme mériterait d'être davantage inclus, et que la liaison entre les Bois Blancs et l'ancien Marais de l'Homme, je ne parle pas de Ratechnologie, etc., où le lien est évident et naturel, mais la partie plus ancienne du Marais de l'Homme, je pense qu'il devrait y avoir un lien plus fort, mais ça se construira au fur et à mesure dans les années qui viennent, ça j'en doute pas. Et ça fait penser à effectivement toutes les usines qui ont été réhabilitées, qui ont marqué l'histoire du Marais. Et je pense notamment à une usine qui est encore présente sur l'Homme et qui pose la question de la cohabitation d'une grande usine. Oui, tout à fait, avec beaucoup de riverains qui peuvent avoir également des craintes, notamment sur la pollution. Réfinal, c'est une usine qui s'est installée dans le quartier il y a plusieurs décennies maintenant, et je me suis battu avec Réfinal dès l'instant où j'ai été élu maire de l'Homme.
c'est-à-dire à partir de 2012 puis 2014. La direction de l'usine n'a quasiment jamais joué le jeu. On a fait des réunions publiques lors desquelles le directeur de l'usine a quasiment refusé de répondre aux questions des riverains. J'ai fait des visites de l'usine, moyennant quoi, après ça, j'ai été persona non grata auprès de la direction de Réfinal. Nous avons réussi à imposer un certain nombre de contrôles dans l'usine, mais aussi chez les riverains, grâce au préfet. Le préfet a pris un certain nombre d'arrêtés. Néanmoins, la direction a toujours donné les éléments d'analyse de manière très partielle, pour ne pas dire partiale, et la situation est toujours la même. Des travaux devaient être faits, et ils ont été faits en partie, et aujourd'hui, je suis heureux que le maire d'Olom ait repris ce combat, qui avait déjà été bien engagé avec l'aide des préfets qui se sont succédés, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, nouvelles mesures qui vont être prises, mesures olfactives, ce qui est une bonne chose. Moi, j'avais proposé en son temps, mais ça n'a pas été repris, je pense que ça reste une bonne solution, des analyses d'urine chez les riverains de l'usine. Pourquoi ? Parce que l'analyse d'urine, elle est imparable. Si les riverains ingèrent d'une manière ou d'une autre quoi que ce soit des rejets de l'usine, d'une manière ou d'une autre, ça se retrouve dans les urines. Et là, ce serait l'élément vraiment incontestable. Malheureusement, cette idée n'a pas été reprise. Et je continue à penser que ce serait une bonne idée. Oui, la santé des Lomois était une des préoccupations. Et effectivement, ça me fait penser à ce dont on parlait tout à l'heure, de la transition écologique à l'homme. Et j'ai une petite photo qui illustre un petit peu aussi la feuille de route qui a été lancée en 2020, avec notamment l'inauguration du quai dit Transition, qui a une petite histoire un peu particulière, puisque il s'agit d'un lieu très connu des Lomois. C'était la gare de l'Homme. On s'est d'abord battu en vain, parce qu'on se battait contre des moulins. On s'est battu pour que la gare de l'Homme ne ferme pas. Par contre, ce que j'ai obtenu lorsque la SNCF a fermé la gare de l'Homme, c'est que le lieu ne soit pas vendu pour en faire du logement ou que sais-je, et que le lieu reste un lieu à dimension de service public. Et donc, on est arrivé, ça a été compliqué de négocier ça, mais on est arrivé à un accord avec la SNCF. La ville de l'Homme paye un loyer absolument dérisoire pour ce lieu, et nous en avons fait le quai des Transitions, c'est-à-dire un lieu, alors quai des Transitions, qui rappelle évidemment le quai de la gare, un lieu de partage, de réflexion associatif, où les Lomoises et les Lomois, à travers un certain nombre d'associations qui ont investi les lieux, peuvent venir réfléchir, prendre des initiatives dans cet esprit de l'homme en transition que nous avions lancé dès 2015. Et là aussi, c'est une belle réussite. Ce que je regrette, c'est que l'espace qui va de la gare de l'Homme jusqu'au pont supérieur, avenue Dunkerque, moi j'avais prévu d'en faire un espace vert, aménagé, ouvert. La SNCF était d'accord. Ça n'a pas été fait, et puis en plus maintenant au bout il y a une friterie, donc il y a peu de chances que ça devienne un espace vert, mais ça aurait pu être un espace vert, un lieu de promenade, un lieu de repos derrière le quai des Transitions, et en amenant tout doucement, de manière apaisée, vers l'avenue de Dunkerque. Justement, apaisée, je pense au lancement pour un cadre de vie et surtout un partage entre les automobilistes, les vélos, les piétons. Plusieurs mesures ont été lancées, je pense aux rues aux écoliers, oui. Et également au grand projet qui a été lancé avec la MEL de pistes cyclables sécurisées. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot Oui, alors les rues aux écoliers, on a lancé ça de mémoire
vers 2018, 2019. On a commencé avec le groupe La Fontaine-Lamartine, Ferry de Maury, de mémoire. Et l'idée est très simple, hein, c'est que moi j'avais beaucoup de, comme tous les maires de France, hein, beaucoup de remarques de récrimination de parents d'élèves qui disaient « Mais attendez, monsieur le maire, les véhicules qui se garent n'importe où, les véhicules qui roulent trop vite au moment de la sortie des écoles, c'est plus possible, c'est trop dangereux. » Donc on s'est dit, c'est très simple. À l'ouverture et à la fermeture de la classe, on va fermer la rue, tout simplement. On va la rendre aux écoliers, c'est les rues aux écoliers. Et ensuite, on a continué, c'est une excellente chose. On a verdi aussi les cours d'école, on a débétonné les cours d'école. Donc ça aussi, c'est un mouvement qui continue et c'est une excellente chose. Et puis le partage de l'espace public, oui, bien sûr, avec notamment les immenses travaux que nous avons planifiés vers 2020, à partir de 2020, quand j'ai été réélu maire, et l'idée étant de faire sur l'ensemble de l'avenue de Dunkerque des pistes cyclables en site propre, c'est-à-dire totalement protégées des voies circulant. Là où les choses ont un peu changé par rapport à mon projet initial, avenue de Dunkerque, par exemple, au quartier du Bourg, qui est un des grands quartiers commerçants de la ville, hein. Il n'y a pas tant que ça. Il y a l'avenue de Dunkerque vers Montacan, et puis il y a le Bourg. Alors moi, ce que j'avais imaginé, c'était... Il y a deux problèmes pour moi. Tout ce qui a été fait est très très bien, hein, et il faut continuer. Mais moi, j'avais quand même imaginé une zone de livraison, parce qu'il y a un supermarché, dont je ne donnerai pas l'enseigne évidemment, parce qu'il y a un mini market, je ne sais pas si on dit un supermarché, bref, Carrefour City, et donc qui se fait livrer plusieurs fois par jour, et on voit bien, puisque ma permanence parlementaire est juste en face, que les livraisons, elles se font quand même là, et donc elles se font quand même sur la rue, donc une zone de livraison m'aurait semblé utile, et puis surtout, ce que j'avais imaginé quand même, c'est que l'avenue de Dunkerque fait 4 km de l'entrée de Capinghem jusque Lille. Et les travaux tels qu'ils sont prévus prévoient évidemment la suppression totale du stationnement du côté droit de l'avenue de Dunkerque quand on va vers Lille. Mais le point que j'avais souligné lorsque nous avions imaginé ces travaux avec l'AMEL, c'est qu'à un moment donné, seuls les Lomois vont payer la suppression totale du stationnement. Puisque, à un moment donné, on arrive à avenue de Dunkerque, de l'autre côté, c'est Lambersart, du pont supérieur jusque Lille, et la suppression du stationnement ne se fera que côté Lomois. Donc initialement, j'avais demandé à l'AMEL d'imaginer à un moment donné une traversée, il y avait des moyens tout à fait possibles techniquement, une traversée des cyclistes, les deux roues, pour qu'à un moment donné, le côté Lomois ne soit pas le seul à faire les frais de la suppression de la totalité du stationnement. Bon, là, c'est ce qui va se passer quand même. Donc je pense qu'on aurait pu faire les choses un peu autrement, mais néanmoins, ce qu'on a lancé donc à partir de 2020, la réflexion là-dessus, c'est une très bonne chose, que nous puissions avoir des moyens de circulation totalement apaisés pour les cyclistes, les deux roues, c'est une bonne chose, parce qu'être aujourd'hui cycliste en ville, à l'homme comme ailleurs, c'est porteur de danger. Et donc on a là des pistes cyclables totalement sécurisées, et c'est une excellente chose. Voilà. C'est un partage des compétences avec la MEL. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement, parce que c'est un peu nébuleux pour les citoyens, comment ça se joue, un maire de la MEL, comment il peut négocier, comment ça se passe en fait avec la MEL. D'abord, moi, j'entends parfois certains maires dans la métropole lilloise, lorsqu'il y a des travaux, lorsqu'il y a des embêtements au quotidien, c'est pas moi, c'est la MEL. Non, la MEL n'impose jamais rien à aucun maire. C'est très simple. La MEL a un certain nombre de compétences, les maires s'inscrivent dans ces compétences et demandent à la MEL, en fonction des programmes de la MEL, il y a un programme de la métropole sur les pistes cyclables dans l'ensemble de la métropole lilloise, les maires s'inscrivent dedans. Le maire qui ne voudrait pas s'inscrire dans ce mouvement-là pourrait parfaitement le faire. Donc la MEL n'impose rien. Voilà, donc c'est pas la MEL, c'est pas de la faute de la MEL, la MEL n'impose rien. Les maires demandent.
Et ensuite, ben, les maires, en fonction des budgets de la MEL, en fonction des priorités de la MEL, eh bien, on dégage un certain nombre de crédits et on planifie les travaux sur l'ensemble du mandat. Parce qu'évidemment, la MEL, elle a besoin, elle aussi, d'avoir une visibilité financière sur ce qu'elle va pouvoir débloquer en investissement dans l'ensemble du mandat, c'est-à-dire 6 ans. Donc les maires s'inscrivent dans les priorités de la MEL, déterminent avec la MEL les travaux qui pourront être réalisés sur le mandat, et les choses se font un peu à la fois. On a pris beaucoup de retard, par exemple, sur la rénovation des voiries de la délivrance. Tout aurait dû être terminé en 2024. La délivrance devait être rénovée totalement. Voirie et trottoir, parce il y en a encore des chutes de gens, des chutes de personnes, parfois graves, parce que les trottoirs sont encore, à certains endroits de la délivrance, en schiste, parce que les arbres, ils ont été plantés à l'époque un petit peu n'importe comment, et que les essences d'arbres qui ont été mal choisies il y a 50 ou 60 ans font que les racines, désormais, affleurent, et c'est dangereux. Donc il était prévu de relever totalement la totalité des voiries et la totalité des trottoirs de la délivrance. Donc j'imagine que ça se fera, je l'espère, dans le prochain mandat. Alors tu parles de la requalification de la voirie sur la délivrance et ça me fait penser à un volet logement qui a également été et qui a marqué tes mandats de maire. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, qui a même empoisonné mes 10 ans de maire. Il y a 2 bailleurs à la délivrance historiquement. 2 bailleurs de la SNCF, un bailleur public et un bailleur privé. Le bailleur, on a lancé il y a très longtemps, en 2009, une convention de rénovation de la totalité de la délivrance. 2009. Le bailleur social a fait son travail il y a quelques années. Il suffit d'aller voir la délivrance, toutes les maisons qui ont été rénovées, intérieur, extérieur, cuisine, chauffage, toiture, etc. Et le bailleur privé, il a rénové une maison témoin et de mémoire 7 ou 8 autres maisons. Et puis ils sont venus me voir un jour en disant on arrête, on va revendre notre patrimoine. Donc là, ça a été des années de bataille pour faire en sorte que le bailleur privé ne vende pas son patrimoine à n'importe qui, pour que la délivrance ne devienne pas une espèce de puzzle architectural où chacun fait ce qu'il veut comme il veut. C'est une cité dont il fallait préserver absolument la singularité architecturale, historique. Et finalement, après des années et des années de bagarres, de recul, de retard, c'est finalement un autre bailleur social qui a repris le patrimoine du bailleur privé et les travaux viennent finalement enfin de commencer, mais ça a marqué la totalité de mes mandats de maire. D'accord. Tellement la bataille fut longue. Le logement, c'est pour toutes les villes un sujet important et il y a une vraie pression des promoteurs et je pense à 2 programmes. Le premier, c'est Multilhomme. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est le poids et comment un maire peut agir quand un promoteur se saisit d'un terrain? Comment toi tu agissais et quelles sont un peu les compétences du maire dans ce domaine-là? D'abord, Multilhomme, même chose, c'est un très très vieux programme. Tu peux le situer un petit peu sur... Je me souviens qu'on a commencé à réfléchir à Multilhomme, Yves Durand était encore maire, donc avant 2012, et je me souviens même que nous avions avec Yves Durand reçu l'architecte très connu Roland Castro. Alors Roland Castro, les jeunes ne connaissent plus Roland Castro, mais c'était un architecte très connu, une figure de mai 68, etc. Et donc ça date de très longtemps, cette rénovation de Multilhomme. Et puis il a fallu le maire dans un programme comme celui-là, il doit convaincre les promoteurs de faire quelque chose d'humain. Et ce que j'ai réussi à faire avec Multilhomme, c'est de convaincre les promoteurs de ne pas construire, comme ils l'avaient imaginé, 1500 logements, mais 500 seulement. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient, évidemment, les promoteurs, plus c'est dense, plus c'est haut, plus ça rapporte. Mais moi, je souhaitais vraiment qu'on fasse quelque chose à taille humaine.
Et quand on va se promener à Multilhomme, on peut constater que voilà, les maisons ne sont pas trop, les immeubles ne sont pas trop hauts, les choses ne sont pas trop denses, sauf par endroits où on pouvait se permettre d'aller jusqu'à du R+5, R+6, mais l'ensemble reste tout à fait humain, avec là aussi de larges espaces publics, et c'est ce dont il a fallu convaincre les promoteurs, parce que forcément, les promoteurs achètent un terrain, ils ont envie d'en construire un maximum. Alors le maire, il a un atout dans son jeu, c'est que c'est lui qui signe les permis de construire. Donc c'est un moyen de pression important, et on n'est pas dans une bagarre, dans une bataille avec les promoteurs. Simplement, il faut réussir à les convaincre qu'on a tous intérêt à imaginer l'urbanisme autrement. Et le promoteur, c'est aussi son intérêt de donner, lorsque le programme est terminé, eh bien, l'image d'un promoteur responsable, qui est en capacité d'offrir aux citoyens, en l'occurrence sur Lomoise et Lomois, un nouvel espace plus humain, plus vivable, plus vert que ce qu'on faisait par le passé. Alors le logement, effectivement, c'est une problématique générale en France, et il y a notamment le volet logement étudiant qui devient de plus en plus pressant. Je pense notamment à un projet qui vient d'être lancé sur la zone du Grand But. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu, et pourquoi là, et pourquoi ce type de logement à l'homme? Alors, pourquoi là? Parce que il n'y a plus tellement de possibilités à Lille d'offrir des espaces pouvant héberger plusieurs centaines de chambres d'étudiants. Pourquoi là? Parce que j'ai été contacté par l'entreprise, la société qui a construit cette résidence Éclat. Pourquoi là? Parce que aussi, je me suis rendu avec le directeur général des services de l'époque qui s'appelait Philippe Neuville à Palaiseau, voir ce qu'était cette résidence étudiante 2.0, 3.0 de nouvelle génération. Pourquoi là? Parce que j'ai constaté qu'effectivement ça n'avait rien à voir du tout avec les résidences étudiantes telles que je les ai connues quand j'étais jeune. Alors bon, ça fait un petit moment, c'est vrai. Mais voilà, une résidence bien pensée, moderne, qui offre énormément de possibilités aux étudiants, chaleureuse, des espaces de travail, des espaces de sport, des espaces de restauration, des espaces de loisirs, mais vraiment de quoi faire un lieu de communauté étudiante vraiment intéressante. Alors, j'ai donné mon accord pour la résidence qui s'appelle la résidence Éclat, dont les travaux ont commencé au Grand But. Pourquoi au Grand But? Parce que le métro, parce que accessible, parce que pas très loin de Lille, parce qu'il y a de la place, parce que nous avions aussi lancé l'idée de rénover complètement, et j'espère que ça se fera dans les années qui viennent, la zone du Grand But dans son entier, pour en faire une zone un peu plus mixte, avec des bureaux, des logements, et plus seulement des supermarchés, des magasins et des boutiques et des restaurants. Donc ça, c'est une réflexion qui doit continuer à être menée. Et puis, il nous fallait aussi, puisque la résidence Éclat est une résidence privée, il nous fallait aussi conserver l'obligation d'avoir des logements sociaux étudiants. Logements étudiants sociaux. Et c'est cet accord que nous avons signé avec l'Institut catholique de Lille, la Cato, comme on dit dans la métropole, qui construira à côté de la résidence Éclat une résidence un peu différente, mais qui travaillera en partenariat avec la résidence Éclat, et où là on aura des logements un peu plus accessibles, des logements sociaux pour étudiants. Et donc cet ensemble, c'est la première pierre de la rénovation, de la restructuration complète de la zone du Grand But. Et moi je suis très heureux qu'on ait pu inaugurer ça l'an dernier, je crois, de mémoire, le lancement des travaux. On y a beaucoup travaillé avec les responsables de ce groupement qui crée des logements étudiants. Et c'est vrai que la visite à Palaiseau a été le déclencheur quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire aujourd'hui en termes de qualité pour les étudiants. Ah, tu parlais des terrains qui commençaient à être manquants sur le territoire métropolitain. À l'Homme, il y a encore quelques espaces. Avenue Dunkerque. Je voudrais que tu nous parles déjà du projet qui était censé arriver
avec la médiathèque, le Trinôme, et également l'espace à côté qui va être un espace dédié au sport bientôt. Le Trinôme, vaste histoire également qui a commencé il y a également très longtemps, très longtemps. Le Trinôme était censé être un espace dédié, je vais le dire très rapidement, aux nouvelles technologies et qui était censé devenir le pôle métropolitain d'exploitation des données publiques. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'était vraiment censé devenir un véritable pôle numérique dédié à l'intérêt général, un pôle d'exploitation des données, ce qu'on appelle les data, auquel aurait dû être accolée une salle de spectacle. Bon, alors c'était la délégation de mon premier adjoint à l'époque. On n'a pas réussi à mener cette affaire à bien, pour plein de raisons. D'abord, le cabinet d'architectes que nous avions mandaté après appel d'offres nous a rendu un projet inassumable financièrement, alors que le coût de départ, le coût était connu. Il a fallu donc modifier les choses. Et puis, bon, aux dernières nouvelles, ce projet est limité à une salle de spectacle. J'espère qu'elle sera construite dans les années qui viennent, parce qu'il nous manque une vraie salle de spectacle modulable, avec une capacité supérieure à la Maison Folie. La Maison Folie, c'est 225 places. Donc cette salle nous manque et j'espère qu'elle sera construite dans les années qui viennent. Et puis sur le côté, il y a un terrain, là aussi, où plusieurs projets ont pu à un moment donné être imaginés. Et le dernier qui a été retenu, je pense, c'est effectivement un terrain qui serait dédié au sport, mais plutôt au mariage entre le technologique et le sport, c'est-à-dire le e-sport. C'est-à-dire comment aujourd'hui on est en capacité, avec les nouvelles technologies, de pratiquer. Alors je prends les exemples les plus connus, le golf, le tennis, etc., sans être obligé d'avoir un adversaire en face de soi, mais de pouvoir pratiquer les sports en s'aidant bien des nouvelles technologies. Et puis avec l'intelligence artificielle, on regarde que ceci va prendre de l'ampleur dans les années qui viennent. Alors ce terrain, justement, il a été à de nombreuses reprises investi par la communauté des gens du voyage. Oui. Et c'est une problématique que tu as retrouvée régulièrement sur ton mandat, tes derniers mandats de maire, et qui t'ont obligé à faire beaucoup d'investissements et donc des choix. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? L'homme a un avantage, mais qui est peut-être aussi un inconvénient, c'est que nous avons beaucoup de parkings partout. En 2018, la ville de l'Homme a été la ville de France la plus investie illégalement par les gens du voyage. Nous avons eu cette année-là 183 occupations illégales. Fort heureusement, on a réussi à faire baisser ce chiffre un peu dramatique. D'abord en réussissant à convaincre les enseignes de la zone du Grand But d'investir dans des portiques, dans des moyens comment je vais dire ça, des possibilités d'accéder au parking. Il y a les portiques, il y a les enrochements, il y a beaucoup de choses. Ça a été là aussi un combat parce que ça coûte très cher. Ça coûte très cher et toutes les enseignes n'étaient pas d'accord pour investir ensemble sur des dispositifs aussi coûteux. Je pense avoir réussi à les convaincre. Ça a été long, hein. À un moment donné, j'avais même proposé que les enseignes du Grand But se dotent d'un système radio commun et la ville de l'Homme était prête à payer, y compris les émetteurs-récepteurs et même l'antenne qu'on aurait pu mettre sur le toit de la mairie de l'Homme. Enfin, tout ça ne s'est pas fait, mais en tout cas aujourd'hui, les enseignes ont accepté, il y a maintenant quelques années, d'investir en commun sur des dispositifs qui permettent d'empêcher ces occupations illégales, tout simplement. Alors après, il manque dans la métropole lilloise encore plusieurs centaines de places pour les gens du voyage. Pourquoi ? Parce que toutes les villes ne jouent pas le jeu. La ville de l'Homme joue le jeu depuis 1991. La loi Besson, qui oblige les villes de plus de 5000 habitants à se doter d'un terrain d'accueil,
elle est de 1990. En 1991, la commune de l'Homme était déjà dans les clous, nous avions notre terrain d'accueil. Voilà. Mais d'autres villes n'ont toujours pas joué le jeu à la date d'aujourd'hui. Ça reste une vraie problématique dans la métropole. En parlant d'investissement, tu as décidé de lancer sur, on va dire, une période courte, puisque tu as été maire dernièrement oui, mais de 2020 à 2022, puisqu'après oui. tu es devenu député. Tu as lancé et tu as investi pour la rénovation, et notamment, je pense, à la piscine, à la salle du parc. Est-ce que c'était des choix? Est-ce que tu penses toujours que c'était des choix pertinents? Ah oui, enfin, rénover la piscine pour en faire un lieu... Une piscine, c'est un gouffre, dans tous les sens du terme. C'est un trou, bien sûr, mais c'est un gouffre, une piscine. C'est un équipement qui ne rapporte rien, qui coûte beaucoup, parce que chauffage, etc. etc. Donc c'est vraiment l'exemple le plus parfait d'un outil d'intérêt général. Ça ne rapporte rien, ça coûte énormément. Mais si on peut faire en sorte que ça coûte un peu moins quand même, c'est mieux aussi. Et donc on a lancé effectivement l'idée de la rénovation de la piscine, qui est devenue un équipement aujourd'hui énergétiquement moins gourmand, et dans lequel on a appliqué toutes les nouvelles technologies qui permettent d'avoir un logement moins énergivore, mais surtout plus aux normes de ce qu'on fait aujourd'hui pour ce type d'équipement. Et ça rentre aussi, bien entendu, dans le vaste programme L'Homme en transition, bien sûr. Et la salle du parc, même chose, elle nécessitait de toute évidence un petit coup de jeune, et on a lancé ça. Alors on n'a pas fait exactement ce qui était prévu initialement, mais là aussi beaucoup de choses ont changé entre-temps. Le club de handball était censé, handball féminin, on avait imaginé un développement du club qui ne s'est pas fait, voilà. Et si le club avait pu se développer davantage, on avait imaginé aussi des équipements autour du club qui auraient pu être beaucoup plus beaucoup plus performants, beaucoup plus accueillants, mais en même temps, le club n'a pas eu le destin qu'on espérait, mais il fallait néanmoins donner un coup de jeune à cette salle qui a été inaugurée de mémoire en 1990 ou 1991, et c'était Michel Delbar, qui était président du conseil régional, qui était venu l'inaugurer à l'époque. Pour terminer, on va aborder des choses un peu plus légères. Tu as, à début de ce dernier mandat de maire, lancé quelques modifications. Tu as lancé un premier marché de Noël. Tu as modifié un petit peu le carnaval, qui est très cher au Laumois. Est-ce que tu as quelques anecdotes à me proposer? Oui, on a lancé le premier marché de Noël. On s'était posé la question, est-ce qu'on achète les chalets ou est-ce qu'on les loue? Puisque le marché est susceptible de continuer, d'être pérenne. Acheter les chalets, c'était pas possible, tout simplement parce qu'on n'avait pas les moyens de les stocker. On a donc décidé de louer les chalets. Et puis la première année, j'avoue que les dernières 48 heures avant l'inauguration du marché, j'étais un peu sur les charbons ardents, pour reprendre cette expression, puisque les chalets n'étaient toujours pas arrivés et qu'il fallait plusieurs jours de montage. C'était pas arrivé parce que le camion avait du retard, parce que la livraison avait du retard, et donc les services municipaux, et je les en remercie, ont travaillé jour et nuit, mais vraiment jour et nuit, pour inaugurer, pour que les chalets soient prêts le jour de l'inauguration. Évidemment, les invitations étaient lancées, la date était retenue. Ça, c'est le marché de Noël. On a eu très peur la première fois. Et puis le carnaval, on a modifié les choses aussi. D'abord, c'est un moment clé dans la vie festive laumoise, le premier week-end du mois de juin. Et on a modifié aussi les choses, on a tenté de les moderniser. D'abord, nous n'avions plus la place du marché, puisqu'elle était devenue le parc Rosa Parks. Et donc on a lancé l'idée d'un bal plus festif, plus intergénérationnel. Et c'est ce qu'on a mis en place sur le parvis Yvon Delaporte, et qui évidemment
dédiés à ce genre de spectacle, à ce genre de fête. On a mis en place aussi du cinéma de plein air, des choses comme ça. Donc des choses pendant l'époque estivale, bien entendu. Donc cet espace, ce parvis Yvon de la Porte, il a trouvé aussi une de ses vocations avec le bal du carnaval, avec les programmations en plein air, etc. Alors pour terminer, aujourd'hui tu es député, tes mandats au local s'arrêtent. Comment tu peux résumer toute cette période? Est-ce que c'est aussi passionnant, toujours aussi passionnant? Comment tu pourrais résumer, là, en quelques mots, toute cette période, tout ce que tu as vécu auprès des Lillois et des Laumois? Passion. Il n'y a qu'un seul mot pour résumer tout ça. Passion, parce que c'est passionnant, parce qu'on travaille au quotidien, parce qu'on fait bouger les choses au quotidien, parce qu'on voit les choses bouger au quotidien, parce qu'on imagine la transformation, et que la transformation, on la voit naître en fonction de ce qu'on a imaginé, parce qu'on fait tout ça avec les Lomas et les Lomas, parce qu'on est avec eux tout le temps, parce qu'on discute, parce qu'on s'engueule parfois. Moi, les rendez-vous du maire, c'est pas toujours une partie de plaisir, hein, parce que quand les gens sortent, c'est pas forcément pour dire Monsieur le maire, qu'est-ce que c'est chouette ce que vous faites à l'homme, c'est surtout pour dire ce qui va pas, et c'est bien normal, on y va pour ça. Mais tout ça reste absolument passionnant, et il n'y a qu'un seul mot pour résumer tout ça, c'est passion. Passion du service public, passion de l'intérêt général. Et si tu avais un conseil à donner aux maires, là, en tout cas les candidats qui se présentent aux futures élections municipales, un conseil, tout simplement. Ayez bien conscience que être maire, c'est un don. Pas de week-end, pas de soirée, peu de vacances. Et donc si vous êtes attaché, comme tout le monde, mais si vous n'êtes pas prêt à sacrifier une partie de votre vie personnelle, voire parfois une grosse partie de votre vie personnelle, tous les anciens maires vous le diront, si vous n'êtes pas prêt à ça, si vous n'êtes pas passionné par ça, et si vous n'êtes pas prêt à sacrifier beaucoup de choses, faites autre chose. Faites autre chose, surtout. Merci beaucoup.